Avant de commencer, j'ai une petite demande. J'aimerais atteindre 1000 abonnés. C'est très important pour moi. Merci de cliquer sur le bouton « S'abonner » (Subscribe). Ce n'est qu'un petit clic, mais pour moi, c'est une énorme motivation pour continuer à créer des vidéos. Merci beaucoup à tous. Les jardins de la forteresse de Raventorn n'avaient jamais paru aussi magnifiques, et jamais Céline Vale ne s'y était sentie aussi seule. Elle se tenait à l'écart de la lumière du palais, ses pieds nus glacés sur le chemin de marbre, ses doigts relâchés le long de son corps, n'ayant ni rambarde à agripper, ni objet utile à tenir. Derrière elle, les fleurs de lune éclosaient en longues rangées argentées, leurs pétales comme des étoiles filantes éparpillées, tremblant doucement dans l'air nocturne. Devant elle, la salle de bal flamboyait. Un ambre chaud coulait de chaque fenêtre. Le cristal s'entrechoquait contre le cristal. Des éclats de rire s'échappaient par vagues si vives et insouciantes qu'ils semblaient presque indécents face au silence du jardin. 300 loups emplissaient cette salle ce soir. Aucun d'eux ne la cherchait. C'était le soir de la fête des fleurs de lune, le rassemblement le plus rare du calendrier des loups. Les fleurs de lune ne fleurissaient qu'une fois tous les 10 ans en terre de Raventorn, et leur floraison marquait la seule nuit où la tradition exigeait que l'alpha réaffirme publiquement ses alliances, honore sa lignée et se présente devant son peuple non seulement en tant que dirigeant, mais en tant qu'homme choisissant son avenir. C'était aussi, par une cruauté exquise, le 10e anniversaire de la nuit où un Lucien Raventorn de 16 ans avait pressé ses lèvres sur les mains tremblantes de Céline dans l'obscurité d'un couloir de service et avait murmuré une promesse contre ses jointures, telle une prière secrète. « Quand je serai alpha, tu te tiendras à mes côtés. » Je le jure. Elle avait cessé de compter les années après 5. À 6 ans, elle avait cessé de répéter les mots qu'elle dirait quand il tiendrait enfin sa promesse. À 8 ans, elle avait cessé de sursauter lorsque les nobles spéculaient ouvertement sur sa future épouse. À 9 ans, elle était devenue très douée pour sourire. Mais la 10e année fut différente. La 10e floraison des fleurs de lune fut différente. Car 3 semaines auparavant, Lucien l'avait trouvée dans le jardin de la guérisseuse, au crépuscule, accroupi parmi les digitales, la terre sur les mains, et il s'était accroupi à ses côtés. Sans invitation, sans hâte, et avait prononcé des mots de sa voix tranquille et assurée, qui, après tout, défit encore quelque chose soigneusement fixé en elle, à l'intérieur de sa poitrine. « Ce festin sera différent, Céline. J'ai parlé au conseil. Je vais arranger les choses. » Il l'avait dit de la manière dont il disait les choses qu'il pensait vraiment. Elle l'avait cru, comme elle l'avait toujours cru. Maintenant, elle cherchait son visage à travers la vitre de la salle de bal, et le trouva exactement là où le pouvoir le plaçait toujours, à la tête de la longue table, imposant et majestueux dans son habit noir de cérémonie, l'insigne du loup d'argent capturant la lumière du lustre sur sa poitrine. Même de l'extérieur, même à travers le verre, la distance et 10 ans d'érosion lente, la vue de lui la frappait toujours quelque part de vulnérable. Il était beau comme le sont les vieilles tempêtes, les yeux sombres, la mâchoire ciselée, le genre d'homme autour duquel une pièce se réorganisait sans savoir pourquoi. Sa tête était légèrement inclinée, écoutant quelque chose que lui disait un ancien du conseil. Quand il esquissait ce sourire rare et dangereux, les loups les plus proches se penchaient presque involontairement, attirés par une gravité qui n'avait rien à voir avec le rang. Céline pressa ses doigts contre la froide porte vitrée et le regarda. Elle cherchait quelque chose de précis, un regard vers le jardin, une agitation dans sa posture, cette tension particulière qu'elle avait appris à reconnaître quand il pensait à elle, un léger raidissement de ses épaules, une immobilité derrière ses yeux qui signifiait que son attention était divisée. Elle ne trouva rien de tout cela. Son attention était entière, sans hâte, et entièrement consacrée. Son regard se porta lentement vers la femme assise à sa droite, Lady Morwenna Vorst, fille de la plus riche maison noble des territoires de l'Est, robe d'ivoire, cheveux sombres tressés de fils d'or, une voix, disait-on, qui traversait les pièces comme une musique, sans effort et conçue pour être entendue. Elle rit de quelque chose que dit Lucien et lui toucha le bras, légèrement et familièrement, comme si le geste avait été pratiqué jusqu'à ce qu'il paraisse instinctif. Lucien ne s'écarta pas. Céline recula de la vitre.
Elle savait pour Morwena depuis 3 ans. Elle avait souri lors de tous les dîners du conseil où le nom de cette femme était évoqué comme un drapeau. Elle avait hoché la tête lors de 4 conversations distinctes au cours desquelles Lucien lui avait expliqué avec ferveur, avec soin, sa main chaude sur la sienne, que la politique exigeait de la performance et que la performance n'était pas la vérité, et que la vérité était ce qui existait entre eux en privé. Elle avait cru en la vérité privée. Elle l'avait soignée comme un jardin. Elle baissa les yeux vers les fleurs de lune autour de ses pieds, pétales d'argent, racines anciennes, fleurissant exactement 1 fois par décennie sans qu'on le leur demande, sans qu'on les remercie, sans aucune garantie que la nuit qui les accueillerait vaudrait la longue attente sous terre. Sa mère aimait les fleurs de lune. Sa mère était morte seule dans une chambre où aucun puissant n'était jamais entré. Céline inspira lentement par le nez. La musique de la salle de bal s'intensifia. À l'intérieur, elle pouvait voir les nobles se lever. Un toast, semblait-il, verre levé, visage tourné vers l'homme à la tête de la table qui régnait sur tous leurs avenirs avec une élégance dévastatrice. Le conseil annoncerait officiellement les fiançailles de Lucien ce soir. Tout le royaume le savait déjà. Tout le monde, peut-être, sauf la femme encore debout dans son jardin, dans l'obscurité, portant 10 ans de presque comme une blessure qu'elle n'avait jamais laissé personne voir. Quelque chose se déplaça alors dans sa poitrine, pas brisé, pas fêlé, plus silencieux que cela. Comme une porte longtemps laissée entr'ouverte, se fermant enfin. Il ne vient pas. Elle le savait depuis des années, réalisa-t-elle. Elle avait simplement été trop patiente ou trop effrayée pour se laisser finir la pensée. Derrière elle, la grille du jardin grinça. Céline ne se retourna pas immédiatement. Elle supposa que c'était un serviteur, un coursier peut-être, quelqu'un envoyé pour l'informer poliment que la fête avait progressé sans elle, et qu'elle était la bienvenue pour retourner dans ses appartements. Mais les pas qui traversèrent le chemin des fleurs de lune étaient trop délibérés pour un serviteur, trop sans hâte pour des excuses. Et quand elle se retourna, l'homme debout à l'orée du jardin n'était personne qu'elle n'ait jamais vu à Raventhorn. Elle avait cru à la vérité privée pendant 10 ans. Elle n'avait pas su, jusqu'à cet instant, que quelqu'un d'autre avait observé le coup de cette vérité. Avant de continuer, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et aimer, et dites-moi de quelle ville vous regardez. J'aimerais savoir où cette histoire vous a trouvé. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Elle fit ses bagages avant l'aube, non pas parce qu'elle était impatiente, car si elle attendait que la lumière vienne complètement, elle savait qu'elle trouverait des raisons de rester. Le poids familier de son sac de guérisseuse sur son crochet, le petit pot d'argile de digital sur le rebord de la fenêtre, la façon dont le matin venait doucement dans ses appartements avant que le reste de la forteresse ne s'éveille. Raventhorn n'avait jamais été gentil avec elle, mais il avait été connu, et il y avait un chagrin particulier à quitter les choses que l'on a survécues. Elle pliait sa 2e robe quand Lucien ouvrit la porte. Il ne frappa pas, il ne l'avait jamais fait. Pendant 10 ans, cette petite présomption lui avait semblé être de l'intimité. Maintenant, elle lui semblait simplement être une habitude qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner. « Tu pars vraiment ?» Sa voix était basse, pas une question. « Oui, Céline. » Il entra, fermant la porte derrière lui avec un calme délibéré, comme si le volume était le problème qu'il devait résoudre. Ses yeux parcoururent le sac ouvert sur le lit. Quelque chose de compliqué traversa son visage. « Tu ne le connais pas, je sais que tu le connais. » Elle posa soigneusement la robe pliée. « Tu connais sa réputation, son territoire, sa politique. Tu le connais depuis des années, et pourtant, la première chose que tu lui as dite hier soir fut un avertissement territorial, pas une question. » Elle marqua une pause. « Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais, Lucien. » « Jamais en 10 ans. Ce n'est pas juste. » « Non. » Elle répondit doucement. « Ça ne l'est pas. » Il traversa la pièce en 3 enjambées, s'arrêtant assez près pour qu'elle sente l'odeur du cèdre et du fer froid de lui. Le parfum qu'elle avait aimé à 16 ans et appris à associer à l'attente. Ses yeux sombres la scrutèrent avec une intensité qui l'aurait défaite il y a 1 an. « Pourquoi lui ?» demanda-t-il. Les mots sortirent crus, dépouillés du contrôle minutieux qu'il portait toujours comme une armure. Céline le regarda fixement. « Parce qu'il m'a demandé ce que je voulais. »
Le silence qui suivit fut la chose la plus bruyante qu'elle ait jamais entendue à l'intérieur de ces murs. La gorge de Lucien se remonta. Ses mains qui avaient autrefois tenu les siennes comme si elles étaient quelque chose qui méritait d'être gardé, se recroquevillèrent le long de son corps. Elle ramassa son sac. Il ne l'arrêta pas. Kale Draven attendait dans la cour extérieure, avec 2 chevaux et pas d'entourage, pas de cérémonie, pas d'ostentation de puissance du Nord destinée à intimider les gardes de Raventorn. Bien que les gardes l'observaient des remparts avec un calme particulier d'homme qui avait décidé en privé de ne pas intervenir. Il ne dit rien quand elle descendit les marches, prit simplement son sac de son épaule d'une main, le fixa à sa selle avec une efficacité rodée et se tourna vers son propre cheval. « C'est tout ?» demanda-t-elle. Il jeta un coup d'œil en arrière. « À quoi t'attendais-tu » Elle n'était pas certaine. Quelque chose de plus froid peut-être, de plus délibéré. L'homme dont les loups chuchotaient à voix basse dans chaque forteresse, d'ici jusqu'à la côte nord, n'était pas censé bouger avec une telle économie de sentiments. Pas de performance, pas de menace, aucun intérêt visible à être observé. « Rien », dit-elle et monta. Ils roulèrent vers le nord au lever du soleil derrière eux. Il parlait plus qu'elle ne s'y attendait. Pas avec urgence, pas pour combler le silence. Il semblait entièrement à l'aise avec le silence, le portant comme d'autres hommes portaient leur rang. Mais quand il parlait, c'était pour expliquer des choses. Les coutumes de Nightbane qu'elle aurait besoin de comprendre avant leur arrivée. La structure de la chasse lunaire. La façon dont les meutes du Nord lisaient la posture d'un étranger avant leurs paroles. À Nightbane, dit-il alors qu'il descendait dans la ligne d'arbres au-delà des frontières de Raventorn. On ne te demande jamais de faire semblant d'être à l'aise. Si la salle est trop bruyante, tu pars. Aucune explication n'est requise. Céline le regarda. Et personne ne se vexe. Se vexer de l'honnêteté de quelqu'un est considéré comme la plus grande impolitesse. Elle médita là-dessus tranquillement, tandis que la forêt s'épaississait autour d'eux. Au moment où ils campèrent ce soir-là, une petite clairière, la lumière du feu, l'immense obscurité pressante à chaque bord, elle avait revu sa compréhension de lui 2 fois. Il alluma le feu lui-même, mit de l'eau à chauffer, sans lui demander si elle avait froid, car apparemment il avait déjà remarqué qu'elle l'était. Quand il lui tendit le pain de voyage et la viande séchée de son sac, et qu'elle en posa la majeure partie intacte à côté de son genou, il ne dit rien, ajouta seulement une portion de sa part de son côté sans commentaire, ses yeux déjà fixés sur l'obscurité entre les arbres. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. »« Je sais. » Elle le regarda à travers le feu. La lumière se reflétait sur les plans ciselés de son visage, les fils d'argent dans ses cheveux sombres, la vieille cicatrice diagonale sous sa mâchoire qu'aucun loup ne guérit aussi vite que ceux d'Ailish ne devraient encore porter. Qu'est-ce qui pouvait laisser une telle marque? Elle ne demanda pas. Au lieu de cela, elle dit quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de dire. Les mots s'étaient déliés peut-être par la lumière du feu et le curieux soulagement de ne plus être dans ce jardin. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vraiment ri. Tsael considéra cela sérieusement, comme il semblait considérer la plupart des choses. À Nightbane, dit-il, il y a une tradition de raconter des blagues terribles lors du premier repas de la chasse. Plus la blague est mauvaise, plus l'honneur est grand. Elle cligna des yeux. C'est absurde. Profondément. Qui a décidé de ça? Mon grand-père. Une pause. Ce n'était pas un homme intelligent. Quelque chose se brisa dans sa poitrine, petit et surpris, et entièrement involontaire, et elle rit. Cela les surprit tous les deux. Kale la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas encore lire. Pas de triomphe, pas de chaleur exactement, quelque chose de plus prudent que cela. Il regarda à nouveau le feu. « Ta mère, dit-il doucement, se tenait autrefois là où tu es assise maintenant. » Le rire mourut dans sa gorge. Selaina le fixa. Le feu crépita entre eux, et Kale Draven, l'alpha qui ne craignait rien, ne détourna pas le regard. Nightbane ne se manifesta pas. Un instant, il progressait dans une forêt de pins dense, argentée par le givre et silencieuse, de ce silence qui pèse sur les oreilles comme un souffle retenu. L'instant d'après, les arbres s'achevèrent, et le territoire s'ouvrit devant eux, tel un secret gardé, enfin révélé. Selaina arrêta son cheval sans intention.
Ce n'était en rien comparable à Raventhorn, où le Fort Raventhorn s'élevait en pierre pâle et tour acérée, conçu pour être vu de loin, bâti pour impressionner avant d'accueillir. Nightbane s'étendait bas et délibérément sur le paysage, comme s'il avait poussé de la terre plutôt qu'y avoir été posé. Des halls de bois sombre aux murs couverts de mousse vivante, des torches brûlant d'une flamme bleu-argent dans des supports de fer, des loups se mouvant dans le campement avec une aisance tranquille, suggérant un peuple qui n'eut jamais besoin d'afficher son calme, car il n'eut jamais connu la peur en ses propres frontières. Au-dessus de tout, sculpté dans la face de la montagne nord, à l'arrière du territoire, se trouvait un temple, ancien, énorme. La pierre si vieille qu'elle avait pris la couleur du ciel derrière elle, et les symboles parcourant sa façade étaient usés par des siècles de intempéries, devenus plus ressentis que lus. « Le hall de la première lune », dit Kael à ses côtés, suivant son regard. « Là où s'ouvre la chasse lunaire. Quel âge a-t-il ? Plus ancien que les meutes qui s'en réclament. » Il poussa son cheval en avant. « Viens. » Ils la remarquèrent immédiatement. Pas de la manière dont les loups de Ravenhorn l'avaient remarqué, la cataloguant silencieusement, mesurant sa lignée à son statut emprunté, la trouvant insuffisante et classant la conclusion derrière des sourires polis. C'était différent. Des loups s'interrompirent à son passage, non par suspicion, mais par quelque chose de plus proche de la reconnaissance, ce qui n'avait aucun sens, car elle n'avait jamais mis les pieds à Nightbane de sa vie. Une femme près de l'entrée du hall est, large d'épaules, aux cheveux striés de gris, portant l'autorité tranquille de celle qui ne répond à personne qu'elle n'ait choisi, regarda Selene directement et posa brièvement un poing sur sa poitrine, un salut formel. Selene ralentit. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« On respecte offert librement, » dit Kael, la voix basse. « Il n'est pas donné aux invités, seulement aux égaux. » Elle le regarda. Son expression ne lui dit rien, comme d'habitude, mais il avait accéléré légèrement le pas, et elle commençait à comprendre que Kael Draven communiquait par ajustement plutôt que par déclaration. La chasse lunaire s'ouvrait au crépuscule. Le hall de la première lune abritait peut-être 200 loups, disposés non pas sur les sièges hiérarchiques d'un festin de Raventhorn, mais en large cercle concentrique autour d'un autel central, pierre noire plate veinée d'argent, usée en son centre par le contact de générations de mains. La lune de sang pendait, énorme et rouge rouille, à travers le plafond ouvert au-dessus. L'air sentait la fumée de pin et quelque chose de plus ancien en dessous, quelque chose de minéral et de vivant, comme la terre juste après un éclair. Kal se tenait au bord de l'autel et prononça les rites d'ouverture dans l'ancienne langue. Elle ne comprenait pas les mots, mais en sentait la forme, lourde, délibérée, profondément significative. Les loups rassemblés écoutaient sans agitation. Ici, la cérémonie n'était pas une performance. Quand il eut terminé, un jeune loup, à peine plus âgé qu'un louveteau, au visage solennel et visiblement honoré d'être choisi, s'approcha de Selene avec un bol de pierre peu profond contenant un liquide sombre et attendit. Elle jeta un coup d'œil à Kael. « De l'eau de lune, » dit-il doucement. « Touche la surface, rien de plus. » Elle trempa 2 doigts. La réaction fut instantanée. Les veines argentées de la pierre de l'autel près de sa main s'illuminèrent. Une douce pulsation de lumière indubitable, là, et disparut en un battement de cœur. 3 loups de l'autre côté du cercle inspirèrent brusquement. L'aîné, la plus proche de la porte du temple, fit un lent pas en avant et s'arrêta, ses yeux fixés sur le visage de Selene avec une expression de stupéfaction prudente et maîtrisée. Le jeune loup avec le bol regarda Selene comme si elle avait fait quelque chose d'extraordinaire simplement en existant. Selene retira ses doigts et ne dit rien. Sahel ne dit rien non plus, mais il se déplaça subtilement, sans intention apparente, faisant un pas de plus vers son côté gauche. Après la cérémonie, les loups mangèrent ensemble en longs groupes tranquilles, et Selene découvrit quelque chose qui dénoua un nœud qu'elle ne savait pas porter depuis des années. Ils lui posèrent des questions, pas des questions polies, pas des enquêtes prudentes visant à évaluer l'espace qu'elle était autorisée à occuper, mais de vraies questions, sur sa formation de guérisseuse, sur les propriétés de la digitale en altitude, sur la manière dont les meutes du Sud
utilisait encore réellement des méthodes de réduction osseuse que Nightbane avait abandonnées il y a 2 générations. Elle répondit, et ils écoutèrent, et personne ne regarda par-dessus son épaule pour voir si quelqu'un de plus important attendait de parler. Au moment où le feu s'affaiblit, quelque chose dans sa poitrine s'était dénoué si graduellement qu'elle ne remarqua qu'il avait disparu que par la soudaine légèreté familière à sa place. Kael la trouva plus tard au pied du sentier de montagne qui serpentait vers l'ancien temple. « Tu es venu à Raventhorn pour moi spécifiquement, dit-elle. Pas une question. Elle avait réarrangé des pièces depuis le jardin, et elle en avait assez de prétendre que ce n'était pas le cas. Une pause. Puis oui. Pourquoi ? Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle se tourne pour le regarder. « Il y a des choses que je te dois, dit-il enfin, que je dois à ta lignée. Je te les expliquerai. Mais pas ce soir. » Elle accepta cela pour l'instant et se retourna vers le temple. Ses portes étaient d'énormes pierres noires scellées visiblement depuis des années. Mousse épaisse dans les jointures sculptées. Elle leva la main et pressa sa paume à plat contre la surface. Les portes s'ouvrirent sans un bruit. Céline s'avança dans l'obscurité et la vision la saisit instantanément. Violente et sans parole et absolue. Une femme qui court. Un grand hall en feu derrière elle. Son visage strié de cendres et de quelque chose de désespéré. Quelque chose d'animal et de féroce. Pas de la peur, mais la forme que prend l'amour quand il devient survie. Et dans ses bras, enveloppé dans un tissu de la couleur des fleurs de lune, un bébé. La femme regarda en arrière une fois. Son visage était le visage de Céline. Le feu engloutit tout. Céline tituba en arrière dans l'air froid et trouva les mains de Kael déjà sur ses épaules, la stabilisant sans hésitation. Sa voix basse, et proche et urgente. « Qu'as-tu vu ?» Elle se tourna pour le regarder. « Ma mère » murmura-t-elle. Elle courait. Il y avait du feu partout. Sa gorge se serra. Elle portait un enfant. Quelque chose changea derrière les yeux de Kael. Du chagrin, réalisa-t-elle. Vieux et soigneusement contenu, mais du chagrin indubitablement. « Je sais, » dit-il doucement. La lune de sang brûlait au-dessus d'eux deux, et Selene comprit, avec une certitude qui n'avait rien à voir avec la logique, qu'elle n'était pas venue à Nightbane en tant qu'invitée. Elle était rentrée chez elle. Il le lui dit à l'aube, pas à l'intérieur du hall, pas avec cérémonie ou arrangement soigné, simplement au bord du belvédère nord, où le territoire tombait dans des vallées couvertes de brume en contrebas. 2 tasses de thé amer de pain entre eux, le genre de matin froid qui donnait l'impression que tout était dépouillé de prétention. Kayden parla sans préambule. Elle avait déjà remarqué cela chez lui. Il n'adoucissait pas les choses difficiles avec des échafaudages. Il les lui tendait simplement et lui faisait confiance pour les tenir. Le royaume creux était le plus ancien territoire de loups du continent, commença-t-il. Pas le plus puissant, pas le plus redouté, mais le plus ancien. La lignée liée à la lune le gouvernait. Des loups dont la magie de lien coulait plus profondément que les marques de partenaires ou les liens de meute. Ils pouvaient partager la mémoire, le chagrin, la force, à travers la distance, parfois à travers la mort. Il marqua une pause. Les autres conseils trouvaient cela profondément gênant. Selene gardait les yeux sur la vallée. Gênant. Le pouvoir qui ne peut être contrôlé est toujours gênant pour ceux qui ont bâti leur autorité sur son contrôle. Il but. Il y a 26 ans, les conseils Est et Ouest ont conclu un accord tacite. Aucune déclaration, aucune guerre formelle. Cela aurait nécessité une justification. Au lieu de cela, ils ont coupé les lignes d'approvisionnement, empoisonné les alliances, financé la dissidence interne jusqu'à ce que les propres frontières du royaume creux deviennent hostiles. Sa mâchoire se serra presque imperceptiblement. Au moment où les feux sont venus, il ne restait plus rien à défendre. Le matin s'assit entre eux, gris et froid et très calme. « Ma mère !» dit Selene, « la princesse marraine de la lignée creuse, dernière de sa lignée. » Il tourna la tasse lentement dans ses mains. Elle s'est échappée avec la seule chose que les conseils craignaient le plus, sa fille, une héritière liée à la lune. Le souffle de Selene s'échappa lentement. Elle m'a caché à Raventhorn, le seul territoire suffisamment neutre pour ne poser aucune question. Elle a payé cette neutralité avec son silence, son identité,
son histoire, son nom. Elle est devenue une assistante guérisseuse dans les quartiers des serviteurs, et elle t'a élevé comme une orpheline sans conséquence, car une fille sans conséquence est une fille qu'aucun conseil ne se soucie d'éliminer. Il marqua une pause. C'était la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Le mot « éliminer » atterrit avec une précision silencieuse et ne quitta pas. Céline posa sa tasse. « La famille de Lucien », dit-elle. Ils contrôlaient le conseil. Ils auraient su l'accord. Elle sentit la forme de cela s'installer en elle. Pas comme un choc, mais comme la confirmation de quelque chose que son corps avait compris bien avant que son esprit ne rattrape. Il savait qui j'étais. Oui, un mot, sans amortissement car il n'y en avait pas. Elle s'assit avec cela, la décennie de presque amour, les promesses privées, les silences publics, tout cela se réarrangeant maintenant en un schéma qu'elle souhaitait ne pas pouvoir voir si clairement. Savait-il ? Sa voix resta égale. Elle en était fière. Je ne crois pas. L'honnêteté de Cal était toujours précise. Il n'offrait pas de réconfort qu'il ne pouvait vérifier. Le conseil tenait ses registres soigneusement. Ce que le père de Lucien savait et ce qu'il a transmis à son fils sont des questions distinctes. Des questions distinctes qui changeaient tout et rien simultanément. Elle demanda à voir sa cicatrice cet après-midi-là. Elle n'était pas certaine de ce qui l'avait incité. L'instinct de guérisseuse peut-être, ou simplement le besoin de faire quelque chose avec ses mains pendant que les révélations du matin se réinstallaient en elle. Il se figea à sa demande, comme il se figeait quand quelque chose le surprenait, ce qui était rare. Puis il se retourna et écarta le col de sa chemise. La cicatrice courait dessous sa mâchoire jusqu'à sa clavicule. Pas une ligne nette, mais superposée, complexe, le genre qui parle de quelque chose qui avait essayé très fort et qui avait été survécu avec difficulté. « Alpha renégat », dit-il. « Il y a 12 ans. Il était plus rapide que prévu. » Céline pressa 2 doigts soigneux sur le bord extérieur, encore rigide par endroits, jamais correctement traité. Elle commença à travailler le vieux tissu méthodiquement, comme sa mère lui avait appris, et Cale s'assit sans commentaire, bien qu'elle sentît le muscle sous ses mains porter une tension qu'il choisissait de ne pas exprimer. « Vous auriez dû faire examiner cela immédiatement, » dit-elle. « Il n'y avait personne en qui j'avais confiance pour le faire. » Elle leva les yeux vers lui. Il la regardait travailler avec une expression qu'elle reconnaissait maintenant, cette attention prudente et contenue qu'il portait aux choses qu'il jugeait importantes. « Je n'avais jamais eu l'intention de t'aimer, » dit-il. Les mots arrivèrent si doucement qu'elle les manqua presque. « Je suis venu à Raventhorn parce que j'avais fait une promesse à ta mère, de te trouver, te protéger, te délivrer de tout danger que la politique de Raventhorn finirait par fabriquer. » Il marqua une pause. C'était un devoir, une dette que je lui devais, rien de plus. Céline garda ses mains stables. « Et maintenant ?» Le silence dura assez longtemps pour être sa propre réponse. « Maintenant, » dit-il enfin, « je trouve que ce devoir est devenu considérablement plus compliqué. » Elle n'insista pas davantage, pas plus que lui. Mais quelque chose changea dans l'air entre eux, prudent et nouveau, et entièrement mutuel. Elle entendit les chevaux d'abord. 3 d'entre eux, se déplaçant rapidement sur l'approche nord, le rythme familier d'une manière qui la trouva avant qu'elle ne le place consciemment. Elle était déjà debout quand Cale apparut dans l'embrasure de la porte derrière elle, sa posture immédiatement différente, mesurée, alerte, chaque ligne de son être se réorganisant autour d'une évaluation de la menace. Au pied de la frontière de Nightbane, un cavalier descendit sous la lumière grise de l'après-midi. Cheveux sombres, manteau de voyage noir cérémonial, l'insigne du loup d'argent du domaine de Raventhorn accrochant le pâle soleil du nord. Lucien de Raventhorn se tenait à la lisière du territoire de Cal et leva les yeux vers le grand hall avec l'expression d'un homme qui avait chevauché sans arrêt et était arrivé juste un peu trop tard pour avoir de l'importance, et qui, d'une manière désastreuse, ressemblait encore à tout ce qu'elle avait jamais désiré. Descendit le rencontrer en premier. Céline regardait depuis le belvédère tandis que les 2 hommes se tenaient à la frontière de Nightbane, assez proches pour que la conversation soit délibérée, assez loin pour que ce ne soit pas encore une confrontation. Elle ne pouvait pas entendre les mots. Elle pouvait lire tout le reste. Le calme précis de la posture de Cale, l'urgence contrôlée de celle de Lucien, la façon dont aucun des 2 hommes ne bougeait vers l'autre, 2 forces gravitationnelles
s'équilibrant à une distance exacte et prudente. Cela dura 4 minutes. Puis Kale se retourna et la regarda. Elle descendit. Lucien avait l'air pire qu'elle ne l'avait imaginé. 2 jours de chevauchée acharnée avaient effacé le vernis cérémonial. La composure soigneuse qu'il portait comme un second manteau dans les salles de Raventhorn. Ce qui restait était quelque chose de brut et de moins maîtrisé. Des cernes, une mâchoire non rasée, des yeux qui la trouvèrent immédiatement à travers la cour et ne quittèrent pas son visage avec l'attention focalisée, presque désespérée, d'un homme qui avait répété ce moment pendant 2 jours et avait déjà compris que cela n'allait pas se passer comme il l'avait répété. Céline, son nom dans sa voix, toujours, même maintenant, un genre spécifique de dégâts. « Tu as chevauché toute la nuit, dit-elle. »« Oui. » Il expira, un son court et frustré, dirigé entièrement contre lui-même. « Parce que j'aurais dû dire cela il y a des années. Parce que je le dis maintenant, ici, devant son territoire et ses loups, et quiconque regarde. » Il s'avança. « Je t'aime. Je t'aime depuis que tu avais 16 ans dans un couloir de service, me disant que j'avais de la laitue entre les dents, avant mon premier discours au conseil, et j'ai fait presque tout de travers depuis, et je le sais. Mais je te demande de rentrer à la maison. » La cour n'était pas vide. Les loups de Nightbane avaient trouvé des raisons d'être à proximité, sans hâte, sans ostentation, mais témoins présents. Lucien n'abaissa pas la voix pour eux. En d'1 an, il n'avait jamais prononcé ces mots dans une pièce qui pouvait les entendre. Elle sentit cela arriver, cette chaleur perfide particulière d'être publiquement revendiquée par la personne qui avait voulu la revendiquer pendant une décennie. Son corps le reconnut avant que son esprit ne puisse s'armer. Kyle se tenait à 6 pieds à sa droite, ne disant rien, les bras détendus le long du corps, n'intervenant pas, lui faisant confiance, réalisa-t-elle, pour tenir le terrain elle-même. « Tu as quitté le banquet de cour de Lady Merrel, dit-elle prudemment, pour chevaucher 2 jours vers le nord et me dire cela. Oui, le conseil peut se débrouiller. » Quelque chose de féroce traversa son visage. « J'en ai fini de me gérer en silence pour le conseil. C'est une déclaration très importante de la part de quelqu'un qui a eu 10 ans pour la faire. » Sa mâchoire se contracta. « Je sais. Pourquoi maintenant, Lucia ?» Elle garda la voix égale. Qu'est-ce qui a changé il y a 3 jours qui n'avait pas changé en 10 ans? La question resta entre eux, et aucun d'eux ne détourna le regard. Quand il parla à nouveau, sa voix avait baissé. Pas par honte, mais par le poids de quelque chose qu'il avait porté seul pendant très longtemps. « Quand j'avais 22 ans, dit-il, je suis allé voir mon père, et je lui ai dit que j'avais l'intention de te choisir. Publiquement, formellement, devant le conseil. » Il s'arrêta. Il me montra un document. Correspondance du conseil. Interne. Scellé. Antérieur à mon ascension. Un protocole de contingence. Céline attendit. Si je te revendiquais ouvertement, si je t'élevais au rang de Luna, ou même si j'annonçais une cour formelle, le conseil avait convenu à l'unanimité de te classer comme un passif politique. Sa voix était contrôlée et absolument creuse. Il t'aurait éliminé dans la saison, discrètement, d'une manière qui ne pouvait pas remonter jusqu'à eux ou à moi. L'air de la cour était très froid. J'avais 22 ans, dit-il. Je venais de devenir alpha. Je n'avais aucune coalition assez forte pour agir contre l'ensemble du conseil sans détruire la meute entièrement. Et il le savait. Ses yeux la fixaient. Donc, j'ai fait le seul choix qui te gardait en vie. J'ai gardé mes distances. Je t'ai gardé ordinaire. Une apprentie guérisseuse sans conséquences politiques. Une fille trop quelconque pour être éliminée. Céline entendit les mots, les comprit, sentit la terrible logique spécifique de ces mots s'emboîter avec tout ce que Kale lui avait dit à l'aube. Ils savaient tous ce qu'elle était. Lucia avait su qu'elle était en danger et n'avait rien dit. Le conseil avait su qu'elle était l'héritière creuse et avait orchestré son invisibilité autour de cette connaissance. Et elle avait passé 10 ans à se sentir quelconque, alors qu'elle avait en fait été entourée, prudemment, délibérément, par des gens qui géraient la menace de son existence. Lucia. Sa voix était très calme. Il la regarda avec quelque chose de si découvert que c'était presque insupportable. « Tu croyais, dit-elle lentement, que le silence me protégeait. Oui, tu m'as vu disparaître dans 10 ans d'attente. Tu m'as vu entrer dans les pièces par les portes des serviteurs.
Tu t'es tenu aux côtés de Merelvos lors de ta propre fête pendant que j'étais seul dans ton jardin. Chaque mot tombait, net et séparé. Et tu croyais que c'était une protection. Je croyais que c'était la survie. Tu croyais, dit-elle, que ma survie valait plus que ma connaissance de ma propre vie. Lucian ouvrit la bouche, la ferma. Elle fit un pas en avant, assez près pour que ce soit entièrement entre eux maintenant. J'aurais combattu, dit-elle doucement. J'aurais fui. J'aurais trouvé un autre moyen. Je n'étais pas une enfant à garder ignorante pour sa propre sécurité. Sa voix ne tremblait pas. Elle avait fini de trembler. Je mérite la vérité, Lucian. La vérité était mienne. Il n'eut pas de réponse. Elle pouvait le voir chercher, cherchant sincèrement, douloureusement, et ne trouvant que le long, honnête silence d'un homme qui avait pris une décision dévastatrice, avec des intentions aimantes et aucun courage. « Alors pourquoi ?» demanda-t-elle. « Ne m'as-tu pas fait confiance avec ça ?» Le vent souffla dans la cour. Lucian Raventhorn, qui dirigeait 300 loups et commandait la loyauté de toutes les maisons nobles des territoires de l'Est, se tenait sous la lumière froide du Nord, sans rien d'autre à dire. Derrière elle, elle entendit Kael expirer une fois, doucement, sans satisfaction. C'était le son le plus triste qu'elle l'ait jamais entendu faire. Lucian partit avant la tombée de la nuit. Pas d'ultimatum, pas de dernière dispute. Il resta simplement dans la cour pendant un long moment après que Céline se soit éloignée, comme s'il attendait que quelque chose change. Et quand rien ne changea, il monta à cheval et chevaucha vers le sud, dans l'après-midi gris, sans regarder en arrière. Elle le regarda depuis sa fenêtre, jusqu'à ce que la ligne des arbres ne l'avale. Puis elle s'assit au bord de son lit dans la petite chambre du nord que Nightbane lui avait donnée, pressa ses mains à plat contre ses cuisses et sentit le poids total des 5 derniers jours s'installer dans ses os d'un coup. Elle ne pleura pas. Elle n'était pas certaine qu'il lui restait quoi que ce soit qui ressemble à du chagrin pour la perte de Lucia. Ce qu'elle ressentait était plus calme et plus permanent. L'épuisement particulier d'une femme qui avait enfin déposé quelque chose de très lourd et qui commençait seulement à enregistrer combien de temps elle l'avait porté. Elle s'endormit avant le lever de la lune. Le rêve n'était pas un rêve. Elle le comprit immédiatement, comme on comprend certaines choses dans le noir. Non par la logique, mais par le savoir plus ancien du corps. Elle se tenait dans une forêt qu'elle n'avait jamais vue. Des arbres à l'écorce argentée s'étirant vers un ciel si plein d'étoiles qu'il projetait sa propre lumière. L'air sentait le gel, et quelque chose de plus doux en dessous, comme des fleurs de lune écrasées. Ses mains étaient étranges. Elle regarda en bas. Elles étaient couvertes de fourrure blanc argenté, et ce n'étaient plus des mains, et elle ne se tenait plus debout. Elle était basse, à 4 pattes. Le sol sous ses pattes vibrait d'une chose vaste, patiente et ancienne, et elle comprit avec une clarté qui dépassait toute pensée rationnelle qu'elle possédait que ce n'était pas une forme qui lui était donnée. C'était une forme qui revenait. Elle se réveilla en haletant. La pièce était lumineuse, non pas à cause de la lampe, mais à cause d'elle. Cal atteignit sa porte en quelques secondes. Elle l'entendit se déplacer dans le couloir avant que la lumière ne se soit complètement estompée de sa peau. Et elle comprit faiblement qu'il avait dû ressentir quelque chose, bien qu'elle ne puisse pas encore expliquer comment. Il entra et s'arrêta. Son expression fit ce qu'elle faisait rarement, changea visiblement, pas de l'alarme, quelque chose de plus complexe que cela. « Tes yeux », dit-il. Elle se dirigea vers le petit miroir au-dessus du lavabo. Ses yeux étaient argentés, brillants et complets comme une pleine lune, bordés d'un très léger anneau d'or. La couleur se stabiliserait, savait-elle instinctivement, vers quelque chose de plus proche de son gris-vert habituel. Mais pour l'instant, ils étaient tout autre chose. « Ça arrive !» dit Cale derrière elle. Sa voix était prudente et très basse. « Mon loup !» Elle toucha le verre. « J'ai toujours supposé que je n'en avais pas, que j'étais simplement ordinaire. » Quelque chose traversa son visage, qui aurait pu être le fantôme d'un sourire. « Ton loup était supprimé. Une ancienne magie de protection tissée dans ta lignée avant ta naissance. L'œuvre de ta mère. » Il marqua une pause. Ou de quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Céline abaissa la main du miroir. Puis elle le sentit. Ce n'était pas du tout comme elle l'aurait décrit si on le lui avait demandé. Pas une ruée, pas un flot. Plutôt comme une porte dans une maison
où elle avait vécu pendant 26 ans, s'ouvrant doucement pour révéler une pièce dont elle n'avait jamais su l'existence. Et de cette pièce, sans avertissement, sans permission, quelque chose tendit la main. Cal devint très immobile. « Céline, je ne le fais pas intentionnellement. » Sa voix sortit mince. « Je ne sais pas comment arrêter. » « Ne l'arrête pas. » Sa voix baissa vers quelque chose de prudent. « Respire simplement. » Ce qui se passa entre eux n'était pas des mots. C'était pire que des mots, plus précis que le langage, moins niable. Elle le sentit recevoir. 10 ans d'attente compressés en quelque chose de silencieux et d'énorme. Le chagrin spécifique d'être aimée en privé et insuffisamment publiquement. L'épuisement qu'elle n'avait décrit à personne, la nouvelle fragilité terrifiante des 5 derniers jours. Et en retour, avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle le sentit. La culpabilité, ancienne et profondément enfouie. Une promesse faite au chevet d'une mourante. Des années à observer à distance prudente. Quelque chose de plus nouveau et beaucoup moins contrôlé, se tenant juste sous la surface de toute cette discipline. Chaleureux et spécifique et dirigé entièrement vers elle. Ils se regardèrent à travers la petite pièce. Cal traversa jusqu'à elle en 3 pas. Elle ne s'éloigna pas. Il leva une main et posa sa paume sur sa mâchoire. Son pouce sur son pommette. Avec la douceur précise d'un homme qui avait touché très peu de choses avec soin et qui voulait que cela compte parmi elles. Ses yeux cherchèrent les siens. L'argent rencontrant l'acier d'hiver. Et ce qu'elle y vit n'était pas l'alpha redouté du Nord. Pas la légende dangereuse. Pas l'homme qui avait conquis des territoires rebelles sans pitié. Juste un homme qui avait porté le chagrin de sa mère pendant 12 ans. Et n'était pas tout à fait certain de quoi faire, du fait qu'il avait cessé de regretter son existence. Et avait commencé à craindre de la perdre, elle l'embrassa la première. Ce fut calme, presque douloureusement ainsi. Ses mains restèrent sur sa mâchoire, et aucun d'eux ne bougea, pendant un long moment après, leurs fronts se touchant. Le souvenir partagé de ce qui venait de se passer entre eux, s'installant en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient oublier. « Je sais », dit-il doucement, pas à propos du baiser, mais à propos de tout ce qui se cachait en dessous. Le messager arriva 1 heure plus tard, une communication du conseil de Ravensthorn frappée du sceau de la province de l'Est. Cal la lut sans expression, puis la lui tendit sans préambule. La louve Selene Val est par la présente classée comme une menace à la stabilité intermeute et ordonnée de se présenter pour un examen du conseil. Elle posa la lettre. En dessous d'eux, à travers le sol en pierre, ils le sentirent simultanément. Un tremblement profond et résonnant, remontant de quelque part d'ancien et d'énorme sous la montagne. Les pierres en ruine dans la cour commencèrent à luire. Cal la regarda. « Ce sont les ruines, dit-elle. » Oui, elle s'éveille. Oui. Il soutint son regard, droit dans les yeux, et le conseil était déjà au courant. Ils étaient venus à minuit, sans déclaration, sans défi formel. Cela aurait exigé de reconnaître Nightbane comme un territoire souverain et Selene comme une entité digne d'une déclaration de guerre. Au lieu de cela, le conseil avait envoyé ce qu'il avait toujours préféré, une solution discrète. 40 loups en cuir non marqués, se faufilant à travers la lisière nord des arbres en 4 groupes coordonnés, ne portant aucun insigne, suivant des ordres qui ne laisseraient aucune trace écrite. Les sentinelles de Nightbane les trouvèrent les premières. Le corps qui déchira l'air nocturne fut une note unique, longue, grave et résonnante, rien à voir avec les appels militaires persans de Ravensthorn, plus comme le territoire lui-même exhalant un avertissement. Cal bougeait déjà avant qu'il n'ait fini, sa main sur le bras de Selene, sa voix réduite à son noyau opérationnel. « Reste à l'intérieur du hall. » Je ne reste pas à l'intérieur du hall. Une seconde de contact visuel, il lâcha son bras. « Reste derrière moi alors. » Il atteignit la porte. « Et fais exactement ce que je dis quand je le dis. Pas d'argument, pas d'héroïsme, ne touche pas aux ruines avant que je te dise que c'est sûr. » Elle le suivit dans l'obscurité. Le combat n'était pas comme dans les histoires. Il n'y avait rien de cinématographique, pas de ligne nette, pas de pause dramatique. Les loups de Nightbane étaient rapides et disciplinés, et combattaient sur un terrain qu'ils connaissaient depuis l'enfance, ce qui leur donnait un avantage que les soldats du Conseil mirent leurs premières minutes à découvrir à un coût personnel significatif.
Maille 40, c'était 40, et ils étaient coordonnés, et 3 des groupes s'étaient séparés pour cibler spécifiquement le temple ancien. Pas Sélène, le temple. Elle enregistra cela avec une clarté froide et précise alors qu'elle se déplaçait avec Cal à travers la cour extérieure. Ils n'étaient pas principalement là pour elle. Ils étaient là pour détruire les ruines avant que quoi que ce soit qui s'éveillait en elle n'ait fini de s'éveiller. Le Conseil n'avait jamais craint qu'elle devienne Luna. La réalisation arriva entière et dévastatrice. Il craignait ce qui était déjà écrit dans les pierres sous ses pieds. Cal abattit 2 assaillants près du mur est avec la brutalité efficace d'un homme qui avait appris il y a longtemps que l'hésitation coûtait plus cher qu'elle ne sauvait. Elle resta près de lui, sa formation de guérisseuse activement inutile, et son nouveau loup se débattait contre des instincts qu'elle ne savait pas encore gouverner. Puis elle l'entendit, un son spécifique qu'elle n'avait jamais entendu auparavant et qu'elle n'oublierait pas. Cal ne faisait aucun bruit. Elle se tourna. Il était à genoux au pied des marches du temple. Une lame enduite de quelque chose qui n'était pas de l'acier ordinaire, quelque chose qui sentait mauvais et qui bougeait dans le clair de lune avec un éclat terne rougeâtre, l'avait atteint sous son bras gauche, là où l'armure s'écartait à l'articulation. Un ancien modèle, compris avec horreur, spécifiquement conçu. Quelqu'un avait étudié la façon dont Cale Draven bougeait avant de lui envoyer des gens pour l'arrêter. Le loup qui l'avait lancé était déjà à terre. Cela n'avait pas eu d'importance. Elle traversa vers Cale en quelques secondes, tombant à ses côtés, ses mains lisant déjà la blessure avant que son esprit ne rattrape. Profonde, oui, mais la lame elle-même était le problème. Quel que soit le composé qui la recouvrait, il agissait contre son taux de guérison, le ralentissant. La chair autour du point d'entrée déjà teintée de gris à la lumière des torches. « Je vais bien, dit-il. Tu ne vas absolument pas bien. » Elle pressa sa paume dessus, appliquant la seule chose qu'elle avait immédiatement à disposition, la pression, et l'intention spécifique et focalisée que sa mère lui avait enseignée avant qu'elle ne soit assez âgée pour comprendre ce qu'elle apprenait. Arrête de parler et reste immobile. Le temple. Je connais le temple. Un bruit au mur extérieur, des voix, pas des voix de Nightbane, et sous elle, une autre voix qu'elle reconnut avec un choc qui faillit briser sa concentration. Lucian. Il était revenu. Pas avec les forces du Conseil, contre elle, réalisa-t-elle alors que leur forme devenait visible à travers le chaos. Il se tenait à la porte nord avec 6 de ses gardes personnels, et il ne combattait pas les loups de Nightbane. Il bloquait la 3e unité du Conseil, qui tentait d'avancer, son épée tirée, sa voix portant l'autorité absolue d'un homme qui avait passé 20 ans à être obéi et qui utilisait chaque dernier recours. Maintenant, baissez-vous, net. Définitif. Ceci est une action non autorisée. Vous opérez sans sanction d'alpha, et je tiendrai personnellement chaque loup ici responsable devant le Conseil oriental au complet. Ils hésitèrent. La garde de Lucian, elle, ne le fit pas. Dans l'espace que cette hésitation ouvrit, les loups de Nightbane se déplacèrent parmi les assaillants restants avec une efficacité dévastatrice. Ce fut terminé en quelques minutes. La cour tomba dans un silence épuisé et fumant. Lucian rengaina son épée et traversa vers elle. Il évalua l'état de Cal d'un seul regard, et quelle que soit l'équation complexe qui vivait derrière ses yeux, elle se résolut en quelque chose de simple. « Dis-moi ce dont tu as besoin, » dit-il à Sélène. Ce dont elle avait besoin était à l'intérieur du temple. Elle le comprit comme elle avait compris les choses depuis son arrivée à Nightbane, non pas par le raisonnement, mais par la connaissance plus ancienne que sa lignée attendait depuis 26 ans pour lui revenir. Les ruines sous la montagne contenaient quelque chose que la lignée de sa mère y avait laissé. Un réservoir de puissance lunaire stocké contre le jour où elle serait nécessaire. La main de Cale se referma sur son poignet alors qu'elle se tenait debout. Sa voix était tendue mais précise. « Si tu entres là-dedans, tu risques de ne pas revenir comme tu es. » Elle le regarda, la blessure, le gris qui s'étendait sur ses bords, ses yeux d'acier d'hiver tenant les siens sans ciller malgré le coup de cette fermeté. « Et si je n'y vais pas, dit-elle, tu ne reviendras pas du tout. » Elle baissa les yeux sur sa main sur son poignet, puis sur le temple. Les ruines pulsaient d'or sous la lune de sang, patientes et énormes et attendant comme elles attendaient depuis 500 ans.
Sélène s'avança. Les ruines l'avalèrent entièrement. Pas violemment, il n'y eut aucune résistance, aucun seuil à forcer. Le temple l'accueillit simplement comme l'eau profonde accueille quelque chose qui était toujours censé y sombrer, se refermant autour de sa présence avec une reconnaissance si complète qu'elle ressemblait à l'absence de lutte plutôt qu'à son début. La chambre sous la montagne était vaste à la manière de choses non construites pour l'échelle humaine. Des colonnes de pierre noire s'élevant dans l'obscurité au-dessus. Le sol, sous ses pieds chauds, malgré le froid extérieur, veiné d'argent qui bougeait. Elle comprit maintenant qu'il avait toujours bougé, comme quelque chose qui respire. Chaque surface sculptée de symboles que ses yeux ne pouvaient lire et que son sang comprenait entièrement. Au centre de la chambre, un bassin, large et peu profond, et rempli non pas d'eau, mais de lumière, blanc argenté. La couleur précise du loup qu'elle était devenue dans son rêve, la couleur de ce qu'elle était. Elle marcha vers lui sans hésitation. La connaissance n'arriva pas comme une vision cette fois. Elle arriva comme un souvenir. Son propre souvenir d'une vie qu'elle n'avait pas vécue. Des générations empilées et patientes, attendant l'esprit équipé pour la contenir. Des reines lunaires se tenant là où elles se tenaient, recevant ce qu'elles recevaient, comprenant ce que les conseils avaient passé 500 ans à s'assurer que personne ne reste pour comprendre. Le lien lunaire n'était pas le destin, c'était la vérité qu'ils avaient tué un royaume pour enterrer. Les conseils des loups avaient bâti toute leur autorité sur l'immutabilité sacrée des liens d'âme sœurs. La lune choisissait, les loups obéissaient, et dans cette obéissance, les conseils trouvaient leur levier. Si les liens ne pouvaient être remis en question, les hiérarchies construites autour d'eux ne le pouvaient pas non plus. Si le choix de la lune était absolu, alors ceux qui prétendaient interpréter la lune détenaient le pouvoir absolu. Mais les reines lunaires avaient toujours su le contraire. Le lien était un commencement, une offrande, une porte que la lune ouvrait puis se retirait. Ce que tu fais de la porte, le souvenir disait dans la voix de sa mère et dans une douzaine de voix avant celle de sa mère, a toujours été le tien. Elle n'était pas liée par la prophétie. Elle n'était pas destinée à Kael comme la météo est destinée à une saison, inévitable, impersonnelle, ne demandant rien d'eux. Elle pouvait choisir. Elle avait toujours pu choisir. Les conseils avaient détruit le royaume creux spécifiquement pour s'assurer que cette vérité n'atteigne jamais une autre génération. Sélène pressa ses mains dans le bassin de lumière. Ce qui bougea en elle n'était pas du pouvoir tel que les histoires décrivent le pouvoir. Pas de la foudre, pas du feu, pas la rupture physique dramatique de quelque chose de surnaturel qui se libère. C'était plus calme et plus absolu que cela, comme si toutes les portes d'une maison sombre s'ouvraient simultanément pour révéler que la maison avait toujours été éclairée et qu'elle se tenait simplement dans la seule pièce sans fenêtre. Son loup s'installa dans sa colonne vertébrale comme une clé trouvant sa serrure. Son don lunaire s'ouvrit pleinement, et elle sentit le territoire autour d'elle. Cale dehors du temple, le rythme de sa vie ralenti et laborieux mais présent, toujours présent. Le progrès des blessures mesurables maintenant, d'une manière qui lui disait qu'elle avait des minutes plutôt que des instants. Lucien au mur extérieur, sa décision déjà prise avant qu'elle n'entre, la portant comme il aurait dû porter son amour pour elle, ouvertement, à ses frais personnels, sans demander de crédit. Elle sentit ensuite l'architecture des conseils. Ancienne, extraordinairement ancienne, un réseau d'accords contraignants tissé dans les frontières territoriales de chaque meute sur le continent, profonde sur plusieurs générations, chacun ancré à un instrument central abrité dans la crypte la plus basse de Raventorn. Pas de la magie au sens lunaire, plus petit que cela, plus méchant. Le poids juridique et spirituel accumulé de 500 ans de contrôle documenté. Chaque accord faisant référence au précédent. Une chaîne ininterrompue, conçue pour rendre son propre démantèlement illégal. Elle trouva le premier maillon. Elle le brisa dehors. Lucien le sentit. Elle le savait parce qu'elle le sentit le sentir. La conscience lunaire s'étendant sans effort maintenant. Lire le paysage émotionnel de chacun, connecté à son histoire. Il se tenait à la porte nord lorsque le premier lien se brisa. Et l'expression qui traversa son visage ne fut pas la surprise, mais le chagrin particulier d'un homme voyant quelque chose qu'il avait construit par peur, enfin s'effondrer à la base.
Il plongea la main dans son manteau et en retira le sceau de Raventhorn, la marque de l'Alpha, l'instrument par lequel chaque décision du Conseil avait été autorisée pendant 20 ans. Il le brisa sur son genou sans cérémonie. Sans témoin, sauf les loups de Nightbane, qui s'en souviendraient. L'autorité du Conseil oriental sur Raventhorn mourut à ce moment-là, aussi proprement que n'importe quelle bataille aurait pu le faire. Et Lucien Raventhorn se tenait dans les ruines de son héritage avec l'expression d'un homme qui venait de déposer la chose la plus lourde qu'il ait jamais portée, et trouva sous l'épuisement quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Elle revint à elle au bord du bassin. Cal était à l'intérieur de la chambre. Elle ne savait pas comment il avait bougé avec la blessure toujours en lui. L'obstination, pensa-t-elle, ou le refus particulier d'un homme dont la définition du risque acceptable avait toujours été calibrée autour de tout le monde sauf de lui-même. Il était debout, à peine, une main contre la colonne la plus proche. Elle alla vers lui immédiatement, ses mains trouvant la blessure avec la nouvelle précision que son don entièrement ouvert lui conférait. La guérison se déplaçait à travers ses paumes avec une chaleur qui n'avait plus rien d'emprunté. « Tu étais censé rester dehors, dit-elle. »« Je l'étais, dit-il. » Sa respiration était superficielle, mais se stabilisait sous ses mains. « Cal, je t'aurais aimé, dit-il très doucement, même si la lune ne t'avait jamais marqué. » Elle se figea. « Je veux que tu saches ça. » Ses yeux tinrent les siens dans la lumière argentée de la chambre, dépouillé de toutes les couches que sa réputation lui imposait de maintenir. Pas à cause des lignées, pas à cause de la prophétie ou de la dette ou de ce que j'ai promis à ta mère. Il fit une pause. Toi spécifiquement, qui tu es quand personne ne regarde, la façon dont tu guéris les choses sans qu'on te le demande, la façon dont tu as ri de la mauvaise blague de mon grand-père et que tu as eu l'air surprise de l'avoir fait. Quelque chose dans son expression devint très prudent et très sincère. C'est ce que j'aime. La lune n'y est pour rien. Céline le regarda un long moment, puis elle pressa une dernière fois sa paume à plat sur la blessure et laissa tout ce qu'elle ne pouvait pas encore dire se répandre à travers le lien lunaire qui les unissait. Il expira lentement. Le gris s'estompa des bords de la plaie. En contrebas, au cœur des fondations de la montagne, la dernière structure de liaison ancestrale du Conseil se défit en silence. 500 ans d'architecture méticuleusement entretenue, se dissolvant non pas dans le feu ou la catastrophe, mais dans la manière silencieuse et irréversible dont les mensonges s'évanouissent lorsque la vérité a enfin suffisamment de place pour s'ériger. La chambre se remplit d'une lumière argentée et la retint. Le printemps arriva lentement dans le nord. Il n'arriva pas de la manière dont il arrivait à Raventhorn. Soudain et spectaculaire, les jardins du palais débordant du jour au lendemain d'une beauté destinée à être contemplée depuis les fenêtres des salons. À Nightbane, et dans la nouvelle colonie qui s'élevait à ses côtés, là où les fondations du royaume creux avaient été débarrassées de 5 siècles de pierre et de silence, le printemps vint par touches successives. Un degré de chaleur chaque matin, le chant des oiseaux revenant une espèce à la fois, le gel reculant du fond de la vallée, comme quelque chose qui avait décidé, sans annonce, que son œuvre ici était terminée. Céline remarqua tout cela. Elle avait passé 10 ans à apprendre à ne pas remarquer les choses de trop près, car remarquer demandait d'espérer, et l'espoir avait un coût qu'elle était devenue prudente à payer. Cette économie particulière se dissolvait maintenant, lentement, comme de vieilles habitudes. Non pas en un éclair de décision, mais dans l'accumulation des jours qui n'en demandaient plus. Elle était dans le jardin du guérisseur, son jardin, celui que les loups de Nightbane avaient construit sans qu'on le leur demande dans les semaines suivant la dissolution du Conseil, quand Lucien la trouva. Il avait meilleure mine qu'à la porte nord. Reposé, pensa-t-elle, plus léger d'une manière qui n'avait rien à voir avec ce qu'il portait, et tout à voir avec le fait d'avoir enfin choisi ce qu'il allait porter et ce qu'il allait laisser derrière lui. Le sceau du corbeau d'épines avait disparu de son manteau. Elle remarqua son absence de la manière dont on remarque l'absence d'un son auquel on s'était tellement habitué qu'on avait cessé de l'entendre jusqu'à ce qu'il cesse. « Je pars demain, » dit-il. Elle reposa le plan de digital sur lequel elle travaillait. « Où ? Le sud d'abord, puis je ne sais pas. » Il le dit sans détresse. « J'ai été alpha de Raventhorn depuis l'âge de 20 ans.
J'ai pris toutes les décisions importantes de ma vie d'adulte en relation avec ce fait. Il fit une pause. Je pense que j'aimerais découvrir ce que je décide quand ce n'est pas la première considération. Céline le regarda fixement. C'était le Lucien qu'elle avait aimé à 16 ans, avant que le conseil et le poids de l'héritage n'achèvent leur œuvre sur lui. Incertain et honnête, se dirigeant vers quelque chose sans en connaître le nom. Elle avait passé des années à pleurer cette version de lui, comme si elle était perdue. Elle avait simplement été ensevelie. Retrouvable, il s'avéra, à un coût personnel considérable. Eamon retiendra Raventhorn jusqu'à ce que la nouvelle structure soit établie, continua-t-il. Son premier acte fut de dissoudre formellement l'autorité du Conseil de l'Est. Le second fut d'envoyer une correspondance de réparation à Nightbane. Une pause. Le troisième fut de faire vider le bureau de mon père. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Il l'a fait parce qu'il comprenait. Eamon a toujours été plus perspicace que tu ne le pensais. Un léger sourire traversa son visage. Le vrai, celui, rare, qu'elle avait catalogué à 16 ans comme quelque chose qui valait la peine d'être retenu. Oui, ils restèrent ensemble dans le jardin pendant un moment qu'aucun d'eux ne pressa. Il y avait du chagrin ici. Elle ne prétendit pas le contraire, et lui non plus. Pas le chagrin aigu de la catastrophe, mais le chagrin plus long, plus silencieux de quelque chose qui avait été réel, et qui était véritablement terminé. L'amour presque. La décennie de vérité privée qui avait eu trop peur d'elle-même pour devenir un fait public. Cela avait eu de l'importance. Cela aurait toujours eu de l'importance. Ce n'était pas une révision qu'elle avait besoin de faire. « Je suis désolé », dit-il simplement, sans fioriture. « Je sais. » Elle le pensait sans réserve. « Moi aussi. » Il hocha la tête une fois, regarda la digitale, puis la regarda à nouveau. « Es-tu heureuse ?» La question était sincère et entièrement sans prétention. Posée comme on s'enquiert de la vie de quelqu'un d'autre quand on a accepté que c'était la vie de quelqu'un d'autre. Céline y réfléchit honnêtement. « Je deviens heureuse, » dit-elle. « Je pense que c'est mieux. » Lucien expira lentement. « Oui, » dit-il. « Je pense que ça l'est probablement. » Il partit avant le coucher du soleil. Elle le regarda chevaucher vers le sud jusqu'à ce que la vallée en fasse une silhouette, puis plus rien. Et elle supporta le chagrin de cela proprement, sans négociation, jusqu'à ce qu'il se dépose dans la forme spécifique et permanente de quelque chose qui avait été survécu. Puis, elle se tourna à nouveau vers la montagne. Celle était à l'observatoire, où elle avait appris pour la première fois la vérité sur sa mère. Il ne se tourna pas lorsqu'elle arriva à ses côtés, mais sa posture s'ajusta presque imperceptiblement, la subtile réorganisation qu'elle avait appris à reconnaître comme sa façon de la rejoindre sans bouger. En contrebas, le village du Royaume Creux, baigné par la lumière précoce des lanternes. Du bois neuf, d'anciennes fondations dégagées et bâties. Des loups de 3 territoires qui avaient répondu à l'éveil de la lignée avec la loyauté particulière de ceux qui attendaient la permission de rentrer chez eux. C'était petit, cela allait grandir. Kael resta silencieux un long moment, puis il dit, sans se retourner. « Que veux-tu » La question atterrit comme elle l'avait toujours fait. La première fois qu'un étranger dans un jardin éclairé par la lune l'avait posée et avait réarrangé quelque chose de fondamental en elle. Elle comprit maintenant qu'il l'avait posée alors, sachant exactement le coup pour quelqu'un d'être interrogé ainsi après des années sans l'avoir été. Il la posait à nouveau maintenant pour la même raison, car avec Kyle Draven, il n'y avait aucune version de l'amour qui ne commença pas par cette question. Aucun lien revendiqué sans sa main tendue d'abord. Aucun avenir décidé en son absence. Selaena regarda le royaume en contrebas, la montagne au-dessus, l'homme à ses côtés, dangereux et prudent, et d'une sincérité absolument terrifiante. « Toi, dit-elle, ceci, une vie que j'ai choisie à 2 mains. » Il se tourna alors. Ce qui traversa son visage ne fut ni le triomphe ni le soulagement, mais quelque chose de plus silencieux que l'un ou l'autre. L'expression d'un homme recevant quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à désirer jusqu'à ce que ce soit déjà là, à ses côtés, lui demandant de rester. Il lui prit la main. En contrebas, dans la terre sombre de la vallée, les premières fleurs de lune de la saison ouvrirent leurs pétales argentés à la nuit. Pas dans les rangées soignées des jardins de Raventhorndale, pas sous les fenêtres des salons ou les lumières du palais. Ici, dans le sol retrouvé d'un royaume
qui avait survécu à tout ce qui avait été utilisé contre lui. Pour la première fois de sa vie, Celaena n'attendait pas d'être choisie. La lune, le royaume et l'avenir attendaient-elles à la place. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis très reconnaissant pour chaque minute passée avec moi. Nous avançons actuellement vers notre premier objectif, atteindre 1000 abonnés. Si mes histoires vous ont touché, même un peu, merci de me soutenir en cliquant sur le bouton « S'abonner », « Subscribe ». Chaque abonnement est une énorme motivation pour continuer à écrire et à vous proposer encore plus d'histoires de qualité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.